Vous voulez devenir un fossile après votre mort? Aujourd'hui, je vais vous apprendre cette façon super intéressante de former un fossile. Première méthode, la perminéralisation, remplissage minéral. C'est la plus courante. Les fossiles de dinosaures que nous voyons dans les musées se forment presque tous ainsi. Pour devenir ce type de fossile, la première étape est de devenir un cadavre. Mais la plupart du temps, les charognards dévorent rapidement les corps. Donc, la clé pour être préservé est d'être rapidement enterré. Une fois enterré, l'oxygène nécessaire aux bactéries pour décomposer le corps est bloqué. Le manque d'oxygène ralentit la décomposition, permettant au corps de se conserver plus longtemps. Avec le temps, les tissus mous pourrissent lentement, mais les parties dures comme les os et les dents restent. Ensuite, les minéraux entrent en jeu. Ce processus commence en fait avec la pluie. L'eau de pluie légèrement acide dissout des minéraux comme la silice dans le sol. L'eau souterraine riche en minéraux pénètre dans les pores des os, où la silice se dépose progressivement, comme si on peignait les os avec une couche minérale. Après des centaines de milliers d'années, une couche rocheuse dure se forme autour des os, le fossile par perminéralisation est né. Il existe aussi un processus de remplacement minéral, où la silice remplace directement les minéraux originaux des os. Si le remplacement est complet, on obtient une fossilisation totale, autrement dit, l'os devient entièrement pierre. Non seulement les os de dinosaures, les coquillages et le bois peuvent se fossiliser ainsi, mais même les excréments d'animaux. Fascinant, non? Deuxième méthode, l'inclusion dans l'ambre. Il y a 140 millions d'années, si un petit organisme touchait la résine d'un arbre, il pouvait être piégé. La résine est un mécanisme de protection des arbres. Une fois qu'un organisme est complètement enveloppé, il est scellé hermétiquement. De plus, les molécules de la résine sont toxiques comme un insecticide naturel. En quelques jours, la résine durcit par polymérisation pour devenir semi-solide. Si elle reste exposée, elle finit par pourrir. Mais si elle tombe au sol et est enterrée, coupée des UV et de l'oxygène, elle durcit complètement en ambre après des milliers d'années. L'ambre est très dur et conserve parfaitement ce qui est à l'intérieur. La plupart des fossiles d'ambre sont des fourmis et petits insectes. L'un des plus étonnants montre une araignée figée en train d'attraper une guêpe il y a 100 millions d'années. Troisième méthode, la carbonisation. Cette méthode convient mieux aux plantes. Par exemple, si une plante est soudainement ensevelie par une coulée de boue et privée d'oxygène, les conditions de fossilisation sont réunies. Avec l'accumulation des sédiments, la plante peut être enterrée à 3000 mètres de profondeur, où la pression atteint 800 fois la pression atmosphérique. La haute température et pression expulsent l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, ne laissant qu'une fine pellicule de carbone noir et essentiellement une silhouette en 2D de la plante. Cette méthode est aussi favorable aux organismes mous comme les insectes et les méduses. Lorsque de nombreuses couches de fossiles carbonisés s'accumulent, elles peuvent former du charbon, d'où le nom de combustible fossile. Quatrième méthode, l'enfouissement dans les fosses de bitume. Ces fosses se forment lorsque le pétrole brut souterrain remonte à la surface. Le bitume noir ressemble à un sol dur, mais on s'y enfonce en marchant dessus et plus on se débat, plus on s'enfonce. Les tissus mous pourrissent lentement, mais les os continuent de s'enfoncer. Le nouveau bitume qui remonte enveloppe rapidement les os. Le bitume bloque l'oxygène et tue de nombreux micro-organismes, un véritable coffre-fort naturel pour les os. Cependant, comme le bitume est fluide, les os deviennent désordonnés, ce qui rend leur reconstitution difficile pour les paléontologues. On y trouve souvent des fossiles de prédateurs, car attirés par des proies piégées, ils se retrouvent eux aussi coincés comme les loups terribles, les pumas et les tigres à dents de sabre. Cinquième méthode, les moules et empreintes. Ici, le corps disparaît complètement mais laisse une empreinte. Par exemple, un organisme marin enterré par des sédiments laisse, après décomposition, une cavité identique dans la roche, c'est le moule. Si des minéraux remplissent cette cavité, on obtient un moulage fossile. Cette méthode convient mieux aux organismes à coquilles ou exosquelettes, comme les trilobites et les crabes, plutôt qu'aux humains riches en tissus mous. Sixième méthode, la congélation. C'est l'une des meilleures conservations. Pendant l'ère glaciaire, si un organisme tombait dans une crevasse et était rapidement enseveli par la glace, le froid ralentissait fortement la décomposition. L'eau des cellules gèle et fixe parfaitement leur structure. L'organisme peut être conservé dans le pergélisol tant que la température reste stable. Ces fossiles peuvent préserver l'ADN, les tissus mous, et même les expressions faciales.
Les mammouths et rhinocéros congelés en sont de bons exemples. Le plus célèbre est Ötzi, l'homme des glaces vieux de 5300 ans, conservé en Italie. 7e méthode, la momification par dessiccation. Courante dans les déserts arides. Par exemple, dans le Sahara, après la mort d'un organisme, le sable peut rapidement l'ensevelir, le protégeant des charognards. La chaleur intense évapore toute l'eau du corps, le transformant en masse sèche et dure, c'est la dessiccation. Les bactéries ont besoin d'eau pour survivre, donc la décomposition s'arrête presque complètement. Les cheveux, la peau, les organes internes et même l'ADN peuvent se conserver pendant des milliers d'années. Le sel aide aussi en absorbant l'humidité. Les anciens Égyptiens utilisaient ce principe pour fabriquer des momies. Voilà les 7 façons de former des fossiles de la perminéralisation à la dessiccation. Chacune révèle la magie de la nature.